commencer parce que demain, on va arrêter la musique. On va commencer. Bonsoir, bienvenue Nsonde, mon grand de Vifwiti. C'est mon cousin aussi, par alliance, je crois. On est tous deux de Guindamba, là. Bonsoir tout le monde. Ben, je vais commencer mon direct par... Je ne sais pas s'il faut appeler ça une bonne ou mauvaise nouvelle. Ben, je ne sais pas. Lekunzu est mort. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise. À mon niveau, c'est un peu... Bonsoir, mon grand sondé. À mon niveau, c'est comme on dit de la Bible, hein, pour ceux qui lisent un peu la Bible. Le prix du péché, c'est la mort. Je vois que Lekunzu, c'était un acteur politique majeur de notre pays. Il a participé à beaucoup de choses négatives dans le pays. Il a été en prison pendant la transition. Il n'avait pas mis beaucoup de temps. Je crois que sa vie, c'est comme ce qu'on dit, vanité de vanité, tout n'est que vanité. Pour ceux qui pillent au Congo, pour ceux qui volent au Congo, pour ceux qui font que nous soyons en exil aujourd'hui, pour ceux qui font du mal à tous ceux qui sont au Congo là-bas, pour tous ceux qui volent les biens du pays, pour tous ceux qui sont, bonsoir Monsieur Bouino, pour tous ceux qui font du mal au pays là-bas, la finition c'est la mort. Regardez comment le Kunzu est mort. Donc à quoi bon tuer les gens, voler l'argent d'un pays pour finir comme les Kunzu? Pour ceux qui sont un peu intelligents, ils doivent déjà prendre l'exemple de ce monsieur-là. Toute sa vie, il a été ministre de la Défense, président de l'Assemblée, tout. Ah, on est du même coin là. Bien des choses à toi, mon frère. Kumbo. Donc, la finition, c'est qu'il pissait sur ses vêtements, il ne pouvait même pas faire ses besoins. Il est mort dans des conditions difficiles. Pour tout l'argent qu'il a volé, regarde la finition. Maintenant, je me pose la question à cette minorité de gens du PCT là qui volent le pays, qui tuent les gens. Vous gagnez quoi si c'est pour finir comme ça? Vous gagnez quoi à la fin si c'est pour finir comme les Kunzu? Vous volez beaucoup d'argent d'un pays, ruiner un pays et finir en faisant ses besoins sur ses vêtements, en pissant sur ses vêtements, en mangeant à la cuillère. Vous voyez? Les Kunzu n'étaient pas très vieux, ils devaient avoir 80 ans. Il y a des gens ici en France, et des vieux ici qui n'ont jamais eu de l'argent que les Kunzu a eu, qui sont en bonne santé. Lui, avec tout ce qu'il a volé au Congo, tout ce qu'il a pris au Congolais, tous les coups foirés qu'ils ont foutus au Congo, le bordel qu'ils ont foutu au Congo-Brazzaville, regardez comment il a fait. C'est triste. C'est pour ça que je le rappelle aux gens du PCT, cette minorité-là qui voit les élections, qui tue les gens, qui met les gens en prison, la finition, c'est ça. La finition, c'est les Kunzu. Beaucoup d'argent, mais il est mort comme un vaurien. Il n'a pas eu beaucoup de chance, les Kunzu. Toute sa vie. Je ne sais pas si c'est trop le mal qu'il a fait aux Congolais. Je ne sais pas, c'est peut-être les péchés qu'il a commis là-bas. Son fils était avec moi à l'école militaire. Il est mort lui aussi, il s'appelait Sangui le Kunzu. Je l'ai trouvé en 5e quand je suis rentré à l'école militaire au Congo. Il était en 5e, moi j'étais en 6e. Il a eu des problèmes de santé lui aussi. Il est mort. C'est triste. Il a mené une vie... Son fils a eu une vie difficile quand même après l'école. Il a eu vraiment de graves problèmes de santé. Et il est mort. Ses filles, je ne sais pas si elles sont en bonne santé ou comment elles sont. Mais en tout cas, le Kunzu lui-même, il n'a pas eu beaucoup de chance. Donc, malgré tout ce qu'il a fait pour avoir beaucoup d'argent, pour piller un pays, pour tuer des gens, pour comploter contre les Wakongo,
la finition de l'Ekunzu, nous l'avons tous vu. Dieu merci, il y a maintenant Internet, il y a des photos. Si c'était au des années 80 ou 90, peut-être qu'on n'aurait pas vu toutes ces images. Mais là, on a vu la personne en direct, comment il a quitté l'hôpital en France pour aller se faire soigner. Vous voyez? Sassou Nguesso, c'est pareil. 40 ans au pouvoir, vous venez vous faire soigner en France. 40 ans au pouvoir dans un pays pétrolier. Vous venez vous soigner en France. Donc, dans les 40 ans, tu n'as pas pu construire un hôpital. Un vrai hôpital pour soigner les Congolais, pour te soigner toi-même. Même un cabinet privé pour toi-même. 40 ans au pouvoir. Et vous n'êtes pas d'accord que nous, on soit opposants. Qu'on refuse d'être des esclaves. Nous, on ne fait que refuser. Nous, on ne veut pas être esclaves. On ne le sera pas. Nos aïeux l'ont été avec la colonisation. Mes parents ont subi. Et vous voulez que moi aussi je subisse cette humiliation. Qu'on ne veut même jamais de la vie. Voilà. 40 ans au pouvoir. Pas de chemin de fer. Pas d'eau. Pas d'électricité. Pas d'hôpitaux. Chaque problème de santé, vous évacuez les gens en France. Et avec tout l'argent que vous avez volé au Congolais. Regardez les Kunzu. Vous l'avez soigné dans les grands hôpitaux de France, dans un grand hôpital de Paris. Ils n'ont pas pu sauver sa vie. C'est ça la finition. Soit, je ne sais pas si vous êtes vraiment des têtus, ou vous avez un problème mental, mais moi, je ne sais pas comment vous n'avez pas à comprendre la vie. Les gens qui restent éternels dans ce monde-là, oui, dans ce monde-là, les gens qui restent éternels, c'est ceux qui font du bien. Regardez Mobutu. Qui en parle maintenant? Toutes ces années au pouvoir en train de piller son pays, il est mort comme un chien. Personne n'en parle. Parce que les gens mauvais, on a honte de parler d'eux. Ils disparaissent de l'histoire. Regardez, quand vous aimez, moi je vais vous prendre que des exemples de la Bible. Parce que ce soir, je vais parler du Congo, des Congolais et de la culture congolaise. Je vais résumer tout ça et on va essayer de trouver une solution à l'intérieur. Pour ceux qui ont un peu de cerveau, ils vont comprendre. Maintenant, pour ceux qui vont rester des aveugles à vie, tant mieux. C'est malheureux pour eux. Moi, je ne suis pas là pour tuer les gens. Non, moi, je suis là pour qu'on trouve des solutions. Pour que les gens vivent dignement dans leur pays. Nous courons seulement derrière la dignité, que les gens soient respectés, qu'il y ait la justice. Voilà pourquoi nous faisons tout ça, pour que les Congolais ouvrent les yeux, pour leur dire qu'on ne vit qu'une seule fois. Et il faut qu'on vive bien. Voilà, donc je continue. Les 40 ans au pouvoir, il n'y a rien eu. Et vous voulez que les gens acceptent ce qui se passe actuellement au Congo. Ce n'est pas possible. Celui qui accepte d'être commandé par Sassou Nguesso, il ne le fait par intérêt, par mauvaise foi, par égoïsme et par ignorance. Parce que si ces 3 critères-là, tu ne les as pas, ou ces 4 critères, tu ne les as pas, tu ne peux pas soutenir Sassou Nguesso, ni défendre ce régime-là. C'est un régime qui est basé que sur le mensonge, le crime, l'intimidation, le mensonge, aucun acte, aucune action concrète. Voilà où nous sommes aujourd'hui. Le Kunzu vient de se faire soigner en France pendant qu'il a régné pendant 30 ans ministre du Congo. Regardez comment il a fini. Sassou Nguesso lui-même, il profite pour venir en Europe pour faire son bilan médical. Donc, dans toutes les années qu'il a commandé, il n'a pas conçu un cabinet même privé. Avec tous les milliards qu'il a piqués aux Congolais, il n'a même pas pu construire un cabinet privé pour lui-même. Quand il est malade, on le soigne sur place. Incapable. Et vous allez dire aux gens, « Ah, mais non, vous habitez en France, vous ne comprenez pas ce qui se passe. » Non, on est 5 millions dans un périmètre, dans une superficie de 342 000 km². On n'avait pas le droit de vivre misérablement. On n'avait pas droit. D'abord, je veux dire aux gens du PCT, pour vous soulager, moi, pour éviter que les gens disent que je suis tribaliste, tous ceux qui ont commandé ce pays-là, je ne donnerai pas un 10 à quelqu'un. Tous ceux qui ont commandé le Congo avant Sassou-là, je ne donnerai même pas un 10 à quelqu'un. Tous, je les mettrais dans un même sac. Youlou, il a commencé avec la fornication. Lui, c'est un prêtre. Il a forniqué.
il a acheté des chaussures à 500 euros, ils l'ont dégagé. Massamba Deba, il a commandé, il a créé les milices, la GMNR, qui a brutalisé les gens, je ne sais pas pour quelle raison. Il s'est embourbé dans une situation lui-même compliquée. Il n'a pas pu gérer le tribalisme qui naissait avec les Numazala et les Lissouba, tous ces conflits tribaux, tous ces conflits tribaux qu'ils avaient entre eux, il n'a pas pu gérer. On est tombé dans Ngwabi. Ngwabi est venu avec son socialisme bizarre, nous ramener les militaires au pouvoir. Les militaires pas vraiment aguerris à commander un pays. Lui-même était porté sur les femmes. Il est mort à 36 ans, je pense. Il en a laissé au moins 20 gosses. Ngwabi en a laissé plein d'enfants à gauche, à droite. On arrive chez Yombi, pareil. Il aime le luxe. Il a acheté des trucs qu'il ne fallait pas acheter. Il s'est embourbé dans les histoires des femmes. Pareil. Sassou Nguesso, il arrive, lui c'est le pire encore. Il vient tuer les gens innocents, il fomente des coups d'État, des faux procès, le pays à terre. Milongo essaie de redresser pour la transition, on trouve une solution, on ramène les sous au pouvoir, ils repartent dans le tribalisme qu'ils avaient eu dans le passé avec les Numazada, les Massamba Deba. Ils ramènent encore et on retombe encore sur Sassou Nguesso les mêmes problèmes. Donc, notre vie à nous, c'est tout. Il n'y a pas un qui dépasse l'autre. Sassou, il a fait pire, certes, mais les autres sont coupables aussi. Et voilà où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes avec un peuple illettré, un peuple irréfléchi, un peuple irresponsable, un peuple perdu. Et à la fin, on devient comme dans un panier de crabes. Les idiots parlent même plus fort que ceux qui sont allés à l'école. Et on tombe encore le pire de la religion. Regardez. Donc nous sommes bêtes. Et on nous met encore la religion dedans. Ça donne le spectacle qu'on voit. 6 personnes tuées. 6 personnes tuées dans un commissariat. Personne n'est puni. C'est-à-dire les gens meurent au Congo de façon violente. Il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de punition, il n'y a rien. Mais je vais vous dire, aux gens du PCT, parce que je vais faire simple, parce que je ne vais pas aller dans le côté intellectuel des choses. Je m'arrange à faire des directs très simples pour que nous puissions nous comprendre très bien. Il n'y a rien. Le ciment d'un pays, c'est la justice. Écoutez, bonjour, bonsoir Rani. Le ciment d'un pays, c'est la justice. Il y a un pays qui est assis sur la justice, c'est un pays qui gagne. Même quand il est pauvre, s'il y a la justice dans un pays, même quand les gens ne mangent pas, ils n'ont pas d'argent. Mais tant qu'il y a la justice dans ce pays-là, les gens sont contents. On ne peut jamais bâtir une république sans la justice. Quand les gens sont sûrs qu'il y a une justice qui va les suivre, qui va les protéger, qui est équitable, le pays commence par là. Tant que nous n'avons pas la justice, vous pouvez mettre tous les régimes que vous voulez, tous les hommes que vous voulez au pouvoir, ça ne marchera jamais. Le ciment d'un État, c'est la justice. C'est ce qui sauve un pays, c'est ce qui grandit un peuple. Mais chez nous, qui connaît la justice? J'en sais pas, moi. Moi, je suis passé 3 fois en France devant les juges. Je n'ai même pas paniqué. Moi, je suis passé 3 fois devant les juges en France. Mon avocat, avant, il m'avait déjà dit, bon, regardez comment ça va se passer, machin. La 3e fois, je me rappelle quand je suis allé au tribunal, avant que je sois devant un juge, il y a un monsieur, je ne sais pas si c'est les greffiers qu'on appelle, qui est venu me voir dans la salle, qui a vu mon avocat, je suis là, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, écoute, regarde, ça et ça. On trouve un compromis, je ramène au juge, je lui dis qu'on a trouvé un compromis ici, pour que quand tu passes, tu signes ce mot, tu rentres chez toi. Bonsoir Herman Yuka, bonsoir Durel Ngoubili, bonsoir Landi, mon ami ivoirien. Partagez le direct s'il vous plaît, parce qu'il faut que nous puissions comprendre beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses à dire ce soir, mais je vais les résumer quand même, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Donc,
Quand j'arrive, quand le monsieur vient me voir dans la salle avec mon avocat, dans l'antichambre avec mon avocat, il me dit, écoute, par rapport à ça, nous avons décidé ça. Mon avocat dit, non, nous voulons ça. On a trouvé une solution en interne, moi qui m'a satisfait. C'est même moi qui ai voulu que ce soit comme ça. Et quand on est sorti, il a dit, ok, c'est bon. Quand je suis arrivé devant le juge n'a fait que lire ce qu'on s'était entendu à l'intérieur. Bon, écoutez, monsieur, voilà. Donc, c'est bon pour vous? Oui, madame. Ok, bah, signé. J'ai signé des documents, je suis rentré chez moi. Justice faite. C'est comme la justice de Salomon. Équitable, je ne me suis pas plaint. Il n'y avait que des blancs. Mon plaignant était blanc, moi j'étais noir. Aucune intimidation. Comme une lettre à la poste. Ça, maintenant, aujourd'hui, quand je suis en France, je sais que tous les emmerdes qui m'arriveront, j'aurai un avocat et j'irai à la justice avec un esprit serein. Et voilà. J'ai porté plainte à une société, une grande société qui ne s'était pas entendue. J'avais payé des sommes énormes là-bas. Et je me suis rendu compte que ce qui m'avaient proposé était faux. J'ai demandé le remboursement. Ils n'ont pas voulu. Je suis allé porter plainte. L'avocat a dit, écoute, on ne va pas d'abord les emmener au tribunal. Je vais les envoyer un courrier. Et je verrai comment... Parce que j'avais menacé, ils ne répondaient pas. J'ai pris un avocat. L'avocat a fait un courrier à l'entreprise. L'entreprise a eu le courrier. Ils m'ont appelé, on a trouvé une solution. Une grande entreprise qui pèse des millions. Ils pouvaient dire, wow, lui, qu'est-ce qu'il vaut? Nous, on est une entreprise. Non, parce que l'entreprise avait peur de la justice. Qu'ils aient des millions ou pas, tant que j'étais dans mon droit, j'aurais eu gain de cause devant les juges. Et pour éviter qu'on aille jusqu'au tribunal, on a trouvé une solution. Ils m'ont remboursé mon argent. Quand on vit dans un pays de justice, on est beaucoup plus calme, on est beaucoup plus apaisé et on évolue facilement. Ce qui nous manque, ce qui nous a toujours manqué au Congo, c'est la justice sociale déjà. On n'a jamais eu. D'abord, je me demande même dans nos têtes, est-ce que Dieu a mis, s'il y a un Dieu là-haut, il a mis le mot justice dans nos têtes. Il n'en a pas mis. On n'est que des voleurs, des menteurs, des gens qui n'aiment pas ce qui est juste. Même quand on leur montre ce qui est juste, ils ne veulent même pas accepter. Aujourd'hui, le train a déraillé au Congo. Regardez les morts qu'il y a eu. Un déraillement de train au Congo-Brazzaville. Regardez les images, comment les gens sont coincés dans les trains. Il n'y a même pas les pompiers. Il n'y a rien pour secourir. C'est-à-dire les gens, les survivants du train sont en train de secourir ceux qui sont coincés dans le train. Un pays de 5 millions d'habitants. 4e producteur de pétrole en Afrique. 2e plus grand fleuve, le pays le plus arrosé d'Afrique. Le pays le plus, comment on dit ça, le plus forestier d'Afrique. 60% du Congo, c'est la forêt. 60% de l'étendue du Congo, c'est la forêt. On est incapable d'avoir des pompiers, des voitures, des camions de pompiers, et tout ce qu'il y a. Exactement, Hermanuk. Et vous ne voulez pas qu'on refuse ce régime-là? Qu'est-ce qui vous étonne que moi, ou tous ceux qui luttent aujourd'hui, qui disent non à ce régime, on n'a même pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça. C'est des choses simples qu'un homme, un être humain qui est né de père et de mère comprend. Que là, on me vole, là, mes droits sont bafoués. Là, ce n'est pas mon pays, là, il y a un truc qui ne marche pas. Il n'y a pas de pompiers. Un train qui déraille, il n'y a pas de pompiers. C'est-à-dire le peuple est abandonné à lui-même. Il y a un bus qui est tombé là-bas. Pareil. Ici, si j'ai mal aux pieds seulement, ils vont venir me chercher. Ici, si j'ai seulement mal aux pieds, j'appelle, ils vont venir me chercher. Mais parce qu'il y a la justice, parce que les choses sont respectées. On ne prend pas l'argent de l'État pour aller faire la fête. Ça, c'est quand on vous explique, vous trouvez qu'on fait mal. Regardez Macron quand il parle de la France. Regardez le discours de Macron. Il dit la dignité des Français. Ce qui le préoccupe, c'est la dignité des Français. Donc, il est président pour que les Français soient toujours dignes.
Nous, Sassou Nguesso est président pour sa poche, pour qu'il fasse le tour du monde en 80 jours avec notre argent. Et il y a des gens qui sont contents. Vous dansez pour un président qui vous vole. Quand tu condamnes ça, ils trouvent ça bizarre. Je vais vous montrer un exemple, parce que j'explique simple. Il faut qu'on s'entende. La Côte d'Ivoire a connu une guerre là-bas, pendant 10 ans. Moi, j'ai grandi, je veux dire, bonsoir Malonga, Dave. J'ai vécu longtemps en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a fait 10 ans de guerre civile. 10 ans. 10 ans de guerre civile. Il y a eu beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Pire qu'au Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, Ouattara est au pouvoir. Ça fait 10 ans que Ouattara est au pouvoir, si j'ai bonne mémoire. Il a fait des routes en Côte d'Ivoire. En 10 ans, il a changé l'image de la Côte d'Ivoire. Si vous partez en Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous allez dire que ce pays-là n'a pas été en guerre. La Côte d'Ivoire ne produit pas du pétrole. La Côte d'Ivoire n'a pas de pétrole, la Côte d'Ivoire n'a pas de bois comme nous. La Côte d'Ivoire n'a que le café et le cacao qu'il exporte. Mais ce pays-là, après la guerre, le calme est revenu. Ils ont reconstruit le pays. Aujourd'hui, j'ai un ami qui habite à 50 km. C'est-à-dire, moi, quand je suis en Côte d'Ivoire, Dabou, c'était un village. Le peuple qui habite là-bas, on les appelle des Adjoukrou. Les Avikam, c'est vers là-bas, à Dabou. J'ai déjà été à Dabou. Quand je suis allé à Dabou, quand j'étais étudiant en Côte d'Ivoire, quand je suis allé à Dabou, la route était plus ou moins bonne. Mais bon, on a galéré un peu. On est arrivé le soir, machin et tout, mais on est allé en voiture. Aujourd'hui, il y a des Ivoiriens qui habitent à Dabou, qui viennent, qui viennent travailler à Abidjan. Dabou, c'est 51 km d'Abidjan. Donc, les gens habitent dans ce coin-là, qui est un village, pour quand j'étais là-bas, une petite bourgade, qui viennent travailler à Abidjan le matin. Et ils font 15 à 20 minutes en voiture. Vous voyez, 51 km, 15 c'est comme en France. Ils leur ont fait des autoroutes. Bassam, pareil. Bassam, 41 km d'Abidjan. Les gens habitent Bassam pour venir à Abidjan travailler en 15-20 minutes. 41 km. Moi, ma mère est née à Gomatsé, pratiquement 20 km de Brazzaville. Tu ne peux pas aller. C'est mieux d'aller même à pied. Les routes, là, tu vas te faire mal. 20 km de Brazzaville, Gomatsé. Allez voir. Donc, si on dit, vous voyez que Sassou Nguesso nous a tués. Maintenant, il y a des gens qui sont courageux en disant, oui, Sassou Nguesso, mais vous, soit, je vous dis, vous êtes des égoïstes. Vous êtes vraiment des nègres. Vous méritez le mot nègre, vous. On vous donne, voilà Mel Théodore, son village. Aujourd'hui, des gens ont quitté Abidjan pour aller habiter à Dabou, pour venir travailler à Abidjan, 51 km en 20 minutes. J'ai des amis qui habitent à Dabou, qui donnent des cours à l'université d'Abidjan. Ils quittent chez eux en voiture, ils vont donner des cours et rentrent le soir. Tranquille. Ils ont fait des routes, ils ont connu la guerre. Chez vous, la guerre civile de 97, c'est devenu la façon de contrôler les gens. C'est la façon de voler les gens. Ah non, 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 il y a eu la guerre dans ce pays. Ah, nous ne voulons plus la guerre. Oh, voilà, tu viens de me dire que Goma, c'est 17 km. Je les ai fait à pied, moi. J'étais obligé de les faire à pied moi-même que de prendre un bus ou un camion. Parce que les routes, surtout quand il pleut, ce n'est pas la peine. Maintenant, qu'est-ce que vous allez dire, moi ou tous les autres là? Moi, je suis de Goumassé, à 17 km de Brazzaville. Mais imaginez ceux qui sont de Matoubou, de Missafou, de Mindouli, de, je sais pas moi, de tous les villages là, Luingui, ou Mabayagoubo là, ou Seri, ou Taba. Donc ça, si on démontre, là on vous démontre que ce pays-là est très mal géré. On n'a même pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça. Je vous fais simple, je vous ai dit dès le départ. Je vous fais simple pour que vous puissiez comprendre
Pourquoi vous ne vous révoltez pas? Pourquoi vous ne dénoncez pas ce qui se passe au Congo? Pourquoi vous laissez laxiste devant un régime qui vous pille, qui gaspille l'argent du Congo, qui ne fait rien? Pourquoi? Regardez ce qui se passe en Martinique là, pour des piqûres, pourquoi? Ils se révoltent. Regardez un peu partout. En Europe, ici, quand ça ne va pas, les gens sortent. J'ai suivi une image pour vous montrer que nous sommes différents. Je pense que nous méritons le sort d'être des Noirs, des gens qu'on met toujours en arrière. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça, c'est récent. Hier, j'ai regardé le journal de la France et j'ai vu les migrants qui sont morts en voulant traverser la Manche, dans le nord, là. À Calais ou je ne sais pas où, là. En tout cas, c'est dans le nord de la France. Ils ont voulu traverser et il y a eu des morts. Je crois 27 morts, même des enfants. La majorité, ce sont tous étrangers, ce n'est pas des Français. Des Kurdes, des Syriens, des, je sais pas moi, des Irakiens. En tout cas, c'était des étrangers. Je regardais et j'ai vu une image. Quand ils ont ramassé les corps, la population est sortie pour manifester contre le gouvernement. Regardez le journal. Je ne sais pas si ça va passer aujourd'hui. Les gens, ils ne sont pas d'accord du sort que le gouvernement réserve aux migrants. Ils sont sortis pour dire non, c'est pas normal que les gens puissent mourir comme ça. C'est des étrangers, hein. Ils ne sont pas français, les gens. Ils sont morts là, en voulant traverser pour aller en Angleterre. Les gens sont sortis pour dire c'est pas normal que les gens meurent. Il y a des gens qui témoignent que je suis traumatisé d'avoir vu trop de cadavres comme ça. Du coup, c'est pas normal. Il faut que ces gens-là trouvent des solutions, que les gens ne puissent pas mourir. Chez nous, il y a des gens qui meurent en prison. C'est-à-dire, on arrête des jeunes, on les emmène au commissariat, on les tue. Personne ne manifeste. Tous ceux qui ont manifesté là-bas, c'était des blancs. Des gens de Calais, des gens de toutes les villes. C'est pas... Non, toutes les villes aux alentours, ils sont sortis pour dire non, c'est pas normal. Il faut trouver une solution pour ces gens. Vous voyez? Mais chez nous, on prend des jeunes. Certains qui sont innocents. On les arrête. Bonsoir Junior. On les arrête. On les emmène en prison. On les tue. Il n'y a pas longtemps qu'ils sont morts. La dernière fois à Chokona, il y en avait 24. Personne ne sort de sa maison. Voilà. Tu vois un peu? Bonsoir Landry. Personne ne sort de sa maison. C'est-à-dire, on tue tes compatriotes. Là, les Français qui sont sortis là pour manifester, ce n'est pas les Français qui sont morts, je répète bien. C'est des Kurdes. Ils ne parlent même pas français, ces gens-là. Mais chez nous, on tue des gens dans un commissariat. Vous restez chez vous. Des êtres humains qui meurent dans un commissariat. Le chef du commissariat n'est pas sanctionné. Les coupables ne sont pas connus. Ils ne sont pas emmenés à la justice. Mais qu'est-ce que le gouvernement veut nous faire passer les messages? C'est que le gouvernement a compris qu'il faut tuer les gens. Il faut toujours tuer les gens pour que les gens ne manifestent pas. C'est-à-dire, ils s'arrangent même quand il y a des morts de mettre la pression. Oui, ils sont morts, vous voyez? Donc, si vous sortez. Mais si tout le temps, vous tombez dans ce piège-là où les gens meurent, vous ne manifestez pas, c'est eux qui gagnent à la fin. Parce que Chokona devait ouvrir une révolution, devait mener les gens à une révolution. Les 6 jeunes-là qui sont morts dans un commissariat, ça devait refâcher tout le monde. Mais comme chez nous au Congo, le peuple a abruti, ce qui se passe à Talangaï, celui qui est au Congo, il pense que ça c'est un problème de gauche. C'est entre eux. Ce qui se passe au Congo, celui qui est dans le nord, là, c'est comme, il dit, mais ça c'est un problème de l'art. Voilà comment vous êtes. C'est-à-dire que vous êtes des tribalistes, au fond de vous. Et vous ne connaissez rien. Vous n'avez aucune notion de droit de l'homme. Voilà pourquoi dans nos pays, il y a le viol, il y a tout ce qui devient même normal. Un vieux qui va coucher avec des filles du quartier qui ont 16 ans, il leur donne le sida, c'est normal. Des ministres qui se comportent comme des gros pervers qu'on connaît le quartier, dans leur bureau, c'est rempli de jeunes filles, matin, midi et soir, on trouve ça normal. Maintenant, pourquoi vous voulez saouler les gens avec la journée de l'esclavage? Ça ne sert à rien, les gars.
si vous n'avez aucun respect pour vos corps, pourquoi vous emmerdez les gens avec le racisme? Pourquoi vous dites que Zemmour est mauvais? Il a raison, Zemmour, quand il parle de la France. Et qu'il aime la France. Qu'il aimait la France de Napoléon. Mais c'est bien normal parce que vous les Noirs, et c'est même quand il dit ça, ça vous choque même. Pourtant, à l'époque de Napoléon, vous étiez des esclaves. Napoléon n'a jamais émancipé les Noirs. Mais Zemmour vous dit que lui, il aime bien cette période-là. C'est indirectement, il vous montre que il vous préfère esclave que même libre. Mais vous ne comprenez rien. Je vais finir, je vais dire encore un autre problème, c'est la religion. Là, je vais vous dire, ça c'est aussi simple que ça. Chaque civilisation se repose sur sa religion. La religion, c'est le ciment de la civilisation, de tous les pays, de toutes les races plutôt. Si vous voyez l'islam, c'est les Arabes. Si vous voyez le christianisme, c'est les Blancs. Si vous voyez l'hindouisme, c'est les Indiens. Si vous voyez le bouddhisme, c'est les Asiatiques, Chinois et tout consort. C'était ça leur civilisation. C'est ça qui a fait que leur civilisation résiste. Nous, on a perdu ça, nos religions. Donc ça fait que nous avons emprunté indirectement l'histoire des autres. Mais vous savez que ce qui était dans notre religion, ça pouvait aussi être pareil que la religion des autres. Parce que le mal et le bien, généralement, dans tous les pays, c'est pareil. C'est-à-dire quand tu tues quelqu'un en Afghanistan, quand tu vas tuer quelqu'un en Afghanistan, c'est toujours choquant. Quand tu vas tuer quelqu'un en Amérique, c'est choquant. Donc là, quand tu tues quelqu'un, un bandit en Afghanistan, c'est pareil qu'un bandit dans tous les pays. Donc le mal, il est condamné à peu près partout pareil. Si vous lisez le Coran, vous allez voir que c'est un peu comme la Bible. Si vous lisez le bouddhisme, vous apprenez le bouddhisme, vous verrez que ça peut pas être pareil que le Coran ou la Bible. C'est-à-dire l'humain est au centre de tout. L'hindouisme, c'est pareil. Maintenant, ce qui se passe chez nous, les Noirs, nous, c'est la naïveté. Bon, moi, je suis athée, donc je vais essayer seulement de dire ce que je vois. Aujourd'hui, nous sommes devenus les plus religieux au monde, en fait. Vous prenez des Blancs, parce que nous vivons en France, la majorité des gens qui me regardent sont en France. Depuis que j'habite en France, je n'ai jamais vu un Dieu dire, je n'ai jamais croisé un groupe de Blancs assis quelque part en train de dire « Non, laisse tomber, Dieu fera ». Jamais entendu cette phrase dans la bouche d'un Blanc. J'ai jamais entendu quelqu'un me dire « Jésus-Christ est là, je vis pour Jésus, il me donnera à manger ». Jamais. On a comme l'impression même que le christianisme n'est pas passé dans ce pays-là. Mais chez nous, au Congo, où on a importé cette religion, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de dangereux. C'est-à-dire, moi qui suis là, moi je vous donne un exemple. J'ai commencé à lire la Bible, on m'a appris la Bible en Kikongo. Quand j'avais 5 ans. C'est-à-dire, j'ai appris la Bible en Lari, en Kikongo, de 5 ans à 10 ans. J'étais tout en Lari. On m'a mené au catéchisme et on le prenait en Lari. Aujourd'hui, quand j'ai grandi, j'ai commencé à lire la Bible parce que je partais à l'église. Mais chaque fois que je partais à l'église, c'était pour un intérêt. Je ne suis jamais allé à l'église en disant que non, j'y vais pour prier. Non, je partais parce qu'il y avait une copine là-bas qui partait prier, mais j'ai accompagné, moi j'accompagnais. Ce qui se passait là-bas, je m'en foutais. Je suis allé au pèlerinage à Gomatse parce que j'avais une copine qui partait à Gomatse là-bas pour faire son pèlerinage. Elle croyait en Dieu, je l'ai suivi. Je n'ai jamais fait un acte de Dieu avec ma volonté. En tout cas, à ma connaissance, je n'ai pas fait. Parce que on m'a appris, et j'ai lu la Bible comme tout le monde. Comme les Congolais, quand on s'ennuie, c'est le livre le plus facile à trouver. Tu as une Bible, tu la lis. Mais toutes les connaissances que j'ai amassées, si aujourd'hui je me lève, je parle de Dieu, il y a des couillons il y a des gens, je dis couillons parce que c'est malheureux à dire, qui vont dire Amen. Je dis, les gars, aujourd'hui, je suis bishop ou je suis pasteur, Koundé,
j'ai choisi Jésus-Christ, vous allez voir en bas dans mon direct, Amen, Dieu est grand. Mais je suis en train de vous mentir. Je veux vous avoir pour que vous puissiez me donner de l'argent. Nous, on a tendance à croire que quand quelqu'un te dit quelque chose de bien, c'est qu'il le pense vraiment. Non. Je peux dire à une fille, je t'aime, je mens. Je vais arriver à mes fins. C'est les actes qui font que les gens puissent te croire. Je peux dire à quelqu'un maintenant que j'ai mis une veste, que j'ai de l'argent. Mais toi, tu es con, tu vas croire que j'ai de l'argent. C'est faux. Une veste ne me donne pas l'argent. Mais je l'ai mis pour te mettre en condition pour que je puisse te dominer. Et comme toi, tu es faible mentalement, tu vas croire que parce que j'ai mis une veste, j'en ai de l'argent dans la poche. Et là, Dieu, c'est devenu pareil. Quand je vois beaucoup de directs aujourd'hui, quand je clique sur Facebook aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis blancs, beaucoup d'amis arabes, beaucoup d'amis étrangers. Je n'ai jamais vu dans leur direct ou dans leur Facebook le nom de Jésus-Christ. Mais quand je prends les Congolais, les Zaïre et de chez moi, il y a toujours Jésus-Christ. Je me suis levé par la grâce de Dieu. Dieu fera. Au nom de Jésus, je fais ceci. Il y a même des gens qui ne travaillent pas, qui pensent que Dieu va les sauver. Au nom de Jésus, même la Bible, vous interpréterez mal. Et pourtant, c'est bien écrit dans la Bible. Jésus même lui vous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Ça veut dire sortez du cadre de Dieu. La connaissance, elle est importante. Pour moi, Jésus, je peux dire que c'était un sociologue. C'est un homme qui était suffisamment intelligent, qui avait compris la société, l'environnement dans lequel il vivait. Il s'est dit, si je leur dis la vérité, que ça c'est mauvais, ils ne croiront pas. Je vais mettre Dieu dessus. Peut-être qu'ils croiront. Parce que c'est des gens qui aiment bien, qui ont peur de Dieu. Et comme il a dit que j'ai Dieu, j'ai machin, ils n'ont peut-être même pas cru à ça. Alors qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il dit, je suis le Fils de Dieu. C'est-à-dire pour les choquer plus. Genre comme maintenant on dit, on fait le buzz. Il dit, je suis le Fils de Dieu. Les gars, ils paniquent, ils disent, quoi? Il se prend pour le Fils de Dieu, ce mec. Et les gens viennent voir. C'est qui le Fils de Dieu là? Qui dit qu'il est le Fils de Dieu? Il attire les gens en disant, je suis le Fils de Dieu. De nos jours, on aurait dit qu'il fait un buzz. Il a fait le buzz il y a 2000 ans. Lui. Si vous étudiez Jésus dans un angle beaucoup plus intellectuel, vous verrez que peut-être que c'était un homme audacieux. Peut-être que c'était quelqu'un d'intelligent. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui avait compris que je pouvais... Vous savez, il y a des gens comme ça qui veulent marquer l'histoire. Ils se disent, bon, il avait peut-être vu les choses que les autres n'avaient pas vues. Il a dit, bon, là, je vais aller, ça sera fatal, mais au moins, les gens parleront de moi. C'est un peu comme ce que Mbemba a fait. Quand on dit Mbemba Ouenamunzali. Il y a un Congolais dans les années où il est reculé qui a dit aux gens que je vais traverser le fleuve comme Jésus à pied. Il a commencé, il s'est noyé. Et il est là, ils ont chanté une chanson pour lui. Mbemba. Donc aujourd'hui, ce qui m'inquiète, moi, hormis le régime de Sassou Nguesso, c'est la religion. C'est-à-dire tout ce qui rate leur vie, là, Dieu. Et en bas, il y a toujours des femmes. Amen. Amen. Dieu est grand. Moi, toute ma vie à moi, je crois que je suis le Congolais qui a beaucoup plus voyagé dans les pays africains. Quand je dis voyager, ce n'est pas par avion, par bus. Je n'ai jamais cru en Dieu. Je vous dis la vérité. Je vous mens pas. Moi, je vous dis la vérité parce que nous, les gens qui meurent au Congo, là, n'écrivent pas de livres. Le cousin est mort, il n'a pas écrit un livre. Donc, on est des gens comme des moutons. Moi, je vous donne ma vérité, ce que j'ai vécu sans mettre des straches et les paillettes. Je vous la donne crue et vous verrez que vous pouvez faire des choses sans que vous puissiez parler de Dieu. Juste parce que vous avez la conviction, juste parce que vous avez le courage et vous avez analysé la situation. Parce que votre vie, vous la jouez au hasard. C'est comme les dés. Vous bougez, bon, vous balancez. Mais si tous les coups que vous faites, vous les réfléchissez d'abord avant de les faire, c'est rarement vous allez échouer de la vie. Je vais vous donner un exemple simple. Ça, je ne le dirai pas, mais je vais prendre une partie. J'ai quitté la Côte d'Ivoire pour aller au Mali. Avant d'aller au Mali,
je savais que je n'avais pas droit d'un visa en rentrant au Mali. J'ai vérifié comment le Mali est, machin et tout. J'ai regardé l'itinéraire, comme on fait ici. J'ai dit, je vais aller au Mali. Du Mali, j'irai au Sénégal. J'ai pris le bus à Abidjan. Et je suis arrivé à la frontière du Mali vers... dans les 23 heures. On est arrivé 23 heures minuit. En tout cas, il faisait nuit. Et on descend du bus parce qu'il y a un contrôle. Les policiers sont là. Moi, je descends. Je donne mes papiers, il regarde les papiers. J'ai senti, le policier veut bluffer. Donc, il prend mon passeport, il regarde les passeports, tout le monde. Tout le monde est ouest-africain, sauf 2 personnes. Il y avait, je crois, un Zaïrois. Non, pas un Zaïrois, il y avait, on va dire, il y avait un autre étranger, je ne sais plus c'était qui, mais moi, j'étais le seul Congolais dans le bus. Donc, je descends, je tends mon passeport. Il prend le passeport, le monsieur, le policier, il était nombreux. Il regarde, il dit, ah, mais il n'y a pas le visa dedans. Je dis non, je n'ai pas besoin de visa pour rentrer au Mali. Je suis congolais. Il me dit, non, si, il faut le visa. J'ai dit, non, monsieur. Je rentre au Mali sans visa. Parce qu'avant de venir, j'ai tout vérifié. Il me dit, non, c'est faux. Je sais que le gars, il bluffe pour me bouffer de l'argent. Le bus attend. Ah non, tu peux pas passer ici, hein. C'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Toi, tu dois, c'est un pays, tu n'es pas ouest-africain, et tu sais pas. J'ai dit, monsieur, je ne paye pas le visa pour entrer au Mali. Je n'ai pas bougé d'un iota, ni paniqué, ni quoi. J'ai dit, je ne paye pas le visa. C'est-à-dire, la réponse que je lui donnais, la façon que je lui donnais avec fermeté, il a compris qu'il fallait qu'il pousse un peu le bouchon. On lui dit, ouais, dans ce cas, ben, moi, je ne peux rien faire. J'ai dit, allez voir le chef. Il doit avoir un chef ici. Allez le voir, demandez-lui si j'ai le droit de visa. Si j'ai le droit de visa, dans ce cas, je fais demi-tour, je repars à Abidjan. C'est pas grave, je repars à Abidjan, je refais le visa et je reviens. Mais avant de venir, je suis passé à votre ambassade, je n'ai pas droit au visa. Il fait semblant de bloquer mon télé. Et il va, je vais voir le chef, là-bas, il parle en bambara ou je ne sais pas quoi. Et le chef s'en mêle. Il dit, tu es de quel Congo? J'ai dit, Congo-Brazzaville. Il dit, c'est un passeport du Congo-Brazzaville. J'ai dit, oui, c'est bien écrit là. Regardez, c'est ma photo et puis là, c'est bien écrit. Il est valable en plus. Il m'a dit, ok, en effet. Donc, la façon que je lui ai donné les réponses, il avait compris que moi, il ne peut pas m'avoir. Donc, comme à un moment donné, quand tu sais que la personne est en règle, tu n'as plus d'autre choix. Il a dit, oui, c'est les Aïwa qui ont besoin de visa pour entrer chez nous. Pas le Congo-Brazzaville. J'ai pris mon passeport, je suis passé. Il y a des choses de la vie, c'est parce que nous, on commence des choses sans les comprendre. Voilà pourquoi on a tendance à dire Dieu va sauver. Parce qu'il y a des choses, quand tu les comprends, ça passe comme une lettre à la poste. C'est comme quand tu comprends le droit, tu as les possibilités de contourner le droit. Il y a beaucoup de choses ici en France qu'on fait. Comme on connaît le droit, on les contourne facilement. Mais vous, si vous ne vous intéressez pas au droit français, vous ne vous intéressez pas aux Français, leur culture, vous êtes obligé d'avoir la Bible dans la poche en disant que Dieu va sauver. Mais ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Voilà pourquoi on se fait avoir tout le temps. Tout ce qui est simple, vous croyez que c'est mystique. C'est-à-dire, vous, toute votre vie, aujourd'hui, les Congolais, toute leur vie, c'est mystique. Si quelqu'un fait quelque chose d'extraordinaire, mais j'ai jamais vu les gens, regardez aujourd'hui, il y a un Français qui est parti sur la Lune, là, avec un faisceau, je ne sais pas quoi. Je n'ai pas entendu les Français dire, il a fait 6 mois là-haut. Là. Je n'ai pas entendu les Français dire que c'est un magicien, que c'est un sorcier. Mais si c'était un Congolais, il aurait dit, ouais, mais tu ne le connais pas, lui, c'est... Il avait donné sa main, ou soit il était parti, Dieu il a d'abord prié, il a fait les infos. C'est ce que vous avez fait avec la guerre de 97. Quand j'étais au Congo, j'ai vu comment vous avez commencé à vous entretuer. Parce que moi, je n'ai jamais participé à ces conneries-là. J'avais compris très tôt ce que beaucoup de gens n'ont pas compris. Et ce que beaucoup de traumatisés aujourd'hui regrettent. D'avoir tué leurs compatriotes pour de l'argent ou pour suivre un leader qui était corrompu. Aujourd'hui, c'est devenu des gens traumatisés.
des gens qui ne dorment pas, des gens qui disent n'importe quoi, qui sont devenus, comme on les appelle, les fous de guerre. Parce qu'ils n'ont pas compris les choses qu'on ne fait jamais la guerre avec son compatriote. Quand la guerre de 93 a commencé, on a commencé à entendre Goudiman Sanga. On le tire, il ne meurt pas. Il y a Dongé. Tous ces mensonges-là ont fini par faire croire aux gens que ces gens-là étaient invincibles. Or, moi, je savais qu'ils mentaient, parce que moi, je connais l'arbre. Chaque fois que les gens partaient, soi-disant au front, ils ne partaient même pas au front, ils se mettaient quelque part, ils tiraient toute la nuit, ils revenaient dire à leur base que hier on nous a attaqués. Tout n'est que mensonge de la guerre. Je vous donne un exemple simple. Pour ceux qui sont des ninjas ou ceux qui ont été des ninjas dans le passé. Combien d'Angolais avez-vous tué? Parce que quand les Américains sont allés en Éthiopie, non, au Somalie, ils sont allés en guerre en Somalie. Ça a mal tourné après. On a vu des cadavres des Américains sur eux. Ça a été chaud pour les Américains. Il y a eu beaucoup d'Américains qui sont morts. C'est comme quand ils sont allés au Vietnam. Mais vous, si on vous pose la question, combien d'Angolais, parce que c'est les Angolais qui ont changé la donne de la guerre du Congo. C'est eux qui sont rentrés, avec plus de 20 000 militaires angolais qui sont rentrés dans le Congo. Ben alors, vous qui avez tenu des armes, combien avez-vous fait des morts chez les Angolais? Pour montrer que vous êtes des bons guerriers. Vous voyez? C'est-à-dire, vous montez entre vous encore. C'est-à-dire, vous avez tenu des armes, mais vous étiez quoi? En train de piller vos propres frères. Mais vous n'avez pas tenu des armes pour défendre qui que ce soit. Mais c'est un mensonge que vous allez garder comme ça. Il y a des gens même, oh Yogoji, quand tu lui tirais des balles et volais, vous vous mettez des choses inutiles dans la tête. C'est comme ça que vous lisez même la Bible. C'est comme ça que certains lisent même le Coran, pour des Noirs qui sont musulmans. C'est comme ça qu'ils lisent le Coran. C'est-à-dire, où c'est simple, ils veulent mettre le mysticisme. Jésus, oh, on parle en langue. Mais qui vous a dit que parler en langue veut dire ce que vous faites, vous? Oh, Paul était en prison, il chantait, les murs de la prison tombaient. Vous avez vu la prison qu'il était? Il pouvait chanter en prison, comme tous les prisonniers, si vous partez des prisonniers qui chantent. Et qui vous a dit que les prisons... Est-ce que c'est formel? Vous pouvez dire devant tout le monde que les murs de la prison tombaient? Et si cette prison-là, si c'était fissuré tout seul, ça peut arriver qu'une prison se fissure. À l'époque, ils n'étaient pas des grands architectes. C'est ce qu'on entend, leur mythe qui s'invente. Je ne dis pas de Ntoumi, vous regardez Ntoumi ce qu'il fait. Franchement. Je ne dis pas, je m'en fous de ce qu'il soit un homme politique, hein, c'est son droit, c'est un Congolais. Mais la façon qu'il parle de Dieu, là, avant même que vos histoires de guerre de Ntoumi là commencent, là où il a la base en train de chanter les chansons de Dieu fait, vous croyez que ça peut avancer un pays sans? Mais il y a des gens, hein. Il y a des gens qui croient que Ntoumi, quand il dit Dieu, machin, c'est que il y a son ami là qui parle de Dieu, là, son évangéliste. Il est mort, là, il a fait un accident de voiture. Ou il y a un accident de camion vers Mindou, il était en bécane. Il est bien mort. Il faut être pragmatique à un moment donné de la vie pour avancer. Dieu ne vous avancera pas. La preuve, nous avons avancé depuis quand? Tout ce que je vois là, la Bible, je vous donne un exemple. Si vous mettez un homme en prison, même aux États-Unis, on vous donne la Bible. Tous ceux qui vont en prison, ils ont la Bible, ils lisent. Il n'y a que ça que tu veux lire. Si tu ne joues pas au Scrabble en prison, tu lis la Bible. Il y a des gens ici qui font des directs qui ont fait 10 mois en prison. Dieu a dit, mais tu l'as appris en prison. Ça ne finit pas. Je ne comprends pas comment vous êtes vous. Ça ne signifie pas que si moi je parle de Dieu, que je suis un homme de Dieu. Je peux te parler de Machiavel, le prince de Machiavel, mais ça ne veut rien dire, c'est un livre que j'ai lu. J'ai mémorisé, je vous dis ce que j'ai lu. Je peux prendre un livre ici, Sun Tzu.
ou je sais pas moi, l'art de la guerre. Je peux contredire aussi ce livre-là. Dire, mais non, mais oui, ça c'est valable, mais ça, je peux dire non. Parce que on est dans un monde moderne. Ici, Sun Tzu, quand il parle de l'art de la guerre, là, il ne met pas les drones dedans. Il ne met pas les drones, il ne met pas machin. À son époque, il n'y avait pas tout ça. Donc, j'ai suffisamment de moyens pour contredire. C'est comme le prince de Machiavel. Toi, tu es politicien, tu dis le prince de Machiavel. Pour faire quoi? Machiavel n'a jamais été président lui-même. Il a été en prison lui-même. Ce qu'il écrit, c'est ce que lui pensait à cette époque-là. Mais les choses évoluent. Aujourd'hui, on est dans un monde économique. Machiavel écrit son livre à l'époque de guerre, à un monde de conquête, de lutte, de clans. Aujourd'hui, les gens parlent qu'économie. Regardez l'Angleterre et la France. Oui, mais les migrants, tu nous avais promis 24 millions. Tu n'as pas donné l'argent. Comment on va faire pour garder les côtes? Ils se battent pour de l'argent. Macron accuse les Anglais de ne pas honorer leurs paroles. Ils avaient promis de donner de l'argent aux Français pour garder les frontières. Ils s'étaient entendus. Les Anglais n'ont pas donné leur argent. Donc, le monde aujourd'hui, il est économique. Donc, il faut se mettre à la page. Mais vous, les gens, oui, Dieu fera. Oui, Dieu fera. Oui, Tatantomi, Bougatelli. Oui. Moi, tous les leaders africains qui mettent le mysticisme devant, j'ai toujours peur d'eux. Je n'adhère pas à un homme qui vient me parler de mysticisme que, bon, voilà, je suis franc-maçon. Je m'en fous, moi, qu'il soit franc-maçon ou quoi que ce soit. Je n'ai jamais vu un franc-maçon voler. Je n'ai jamais vu un franc-maçon disparaître. J'en ai vu des francs-maçons à l'école, à l'hôpital, mourir. C'est des êtres humains. Il n'y a rien de mystique là-dedans. C'est des confréries, c'est comme la mafia. Aujourd'hui, c'est ce qui tue aujourd'hui. En Afrique, il y a trop d'églises. Et ça favorise facilement la fragilité mentale de beaucoup de gens. Tous les va-nu-pieds, tous les malheureux, là, tous les mal élevés, tous les bâtards qui sont nés de parents divorcés, tous ceux qui sont nés rentrent de la Bible. Et quand ils rentrent là, ils font des dégâts. Voilà pourquoi on voit des vidéos où un homme se lave, il fait boire l'eau aux fidèles. Mais vous vous rendez compte? Comment tu peux emmener ta femme ou tes enfants à une église où le gars se lave avec l'eau et les fait boire? Et tu penses que ça va te guérir? Ou ça va te donner la chance? Ça va te donner la maladie, tu vas mourir. Moi, je n'ai jamais eu besoin de Dieu dans ma vie. Je vous dis clairement. Je ne vous mens pas, mais pas. Je suis né, on est 9 frères dans ma famille. On est 9, donc je ne suis pas né seul. Bindika Charlem est né. Ma mère a fait 9 gosses. Dans son ventre, 169. Je ne suis... Aucun de mes frères ni sœurs va témoigner que moi, je suis chrétien. Je n'ai jamais été baptisé. Je m'en fous. Tous les coups que j'ai faits, je les refais. La vie, pour moi, c'est... Il y a des erreurs qu'on fait parce que voilà, qu'on n'a pas... Les gestes, je les vois. Si je veux faire un truc, je réfléchis. Si je vois mon frère ici, Herman Yoka, va se fracasser quelque part, je n'irai pas là-bas. Je serai plus malin que ça. Moi, je suis né dans un quartier où on fait la sape, à Bifouti. Non, je suis né à Bakongo, à Pissa, mais j'ai grandi à Bifouti. La sapologie, c'est là où les gens le faisaient. Moi, je suis né pas loin, moi j'ai grandi pas loin de Fiesta Macambo, celui que vous voyez là. Il y a beaucoup de gens de mon quartier qui faisaient la sape, les Ndreo qui sont à Blois là, c'est de mon quartier, c'est mes grands du quartier. Quand je suis arrivé en France, j'ai croisé à peu près tous ces vieux là, tous ces grands là de mon quartier qui faisaient la sapologie. Je les ai regardés, tous à Château-Rouge. Fiesta Macambo. Un petit achète la bière. Ah, tous les vieux là, tous les grands que j'ai connus à Kizito, qui étaient des sapeurs là, qu'on voyait là-bas. Ah, les Jacques Tabazo qu'on voyait. Je les ai trouvés dans un... Je dis, mais ces gars-là qui sont venus dans ton enfance, ils n'ont pas évolué. Ouais. J'ai connu encore des gens qui venaient en Afrique quand j'étais en Côte d'Ivoire, des sapologues qui venaient en Côte d'Ivoire voir leurs copines congolaises, que j'ai trouvé encore ici en France en train de vendre les habits dans la route, là, Château-Rouge jusqu'à Château d'Eau. Ils ne m'ont même pas reconnu à la fin.
Ah, petit, je vois un costume, si tu veux, c'est un bon costume, est-ce que tu peux me donner? Je te le fais à 100 euros. La ceinture, c'est 25 euros. Les gars que je voyais bien habillés en Côte d'Ivoire, là, venaient chercher des femmes, venaient se faire passer pour ce qu'ils n'étaient pas. J'ai compris que la sape, je ne gagne rien dedans. Je vends de l'illusion, je vends du rêve aux gens. Les poches vides. J'ai zappé, j'ai mis une croix. J'avais compris que ce n'était pas le chemin qu'il fallait. Mais vous, les gens, ils sont devant vous. Et quand le Congolais, le problème c'est que le Congolais, lui, il n'aime pas dire à l'autre qui vient que non, ça c'est dangereux. Ça ne le fait pas. Moi, je suis arrivé avant toi. Non, il va plus pousser l'autre à faire la même erreur que lui pour qu'il ne puisse pas se moquer de lui. C'est-à-dire, ceux qui sont arrivés en France avant nous, qui ont raté leur vie, ont voulu que ceux qui viennent aussi ratent leur vie, pour que nous soyons tous pareils. Vous voyez un peu comment c'est malsain. Vous gagnez peu d'argent. Vous achetez des habits moins chers. Vous achetez des montres qui ne valent pas grand-chose, parce que vos montres, c'est que vous achetez la Château Rouge. Vous n'avez rien d'original. Vous vous mettez à mentir à ceux qui sont restés là-bas, que ma vie est bien. Vous voyez comment vous êtes dangereux pour vous-même. Mais quand vous le faites, vous vous appauvrissez vous-même, vous vous fragilisez vous-même. Voilà. Parce que tu gagnes quoi si le Congo est à terre? Ou c'est ton pays, c'est notre pays. Le Congo, c'est tout ce qui nous reste quand on aura tout perdu. C'est cette terre-là qui nous restera quand on aura tout perdu. Donc il faut faire le maximum que ces gens-là qui sont là-bas, qui sont bloqués dans cette dictature-là, soient évolués mentalement, qu'ils puissent se développer. Nous devons apporter ce que nous avons appris à la France, là-bas. Ici, on ne voit pas les Congolais pisser de la route. Moi, je vis ici, dans les villes où je vais, des gens que je côtoie, les gens ne pissent pas. Les gens, et même la poubelle, on ramasse. Il faut que ce soit propre dans les endroits où on habite. C'est ce que nous devons emmener chez nous, la propreté, l'hygiène, le respect de l'autre. Aider l'autre, comme ça se passe. Je vais vous donner l'exemple. Les gens sont morts, sont morts sous la Manche, 27 cadavres. Les Français sont sortis pour dire non. Il faut avoir un peu de compassion pour ceux qui meurent, pour ceux qui sont pauvres. Nous, on n'a pas ça. On tue les gens, on est tranquille. Ce sont ceux qui volent l'argent, on les cite partout. Dans tous les trafics d'argent, on les cite. On est normal. Oh, mais il a piqué l'argent. On a comme l'impression que c'est son argent. Moi, je suis président du Congo. Pour avoir vécu en France. Si on me donne 5 000 euros par mois, président, si moi je suis élu président du Congo, retenez bien, 5 000 euros, c'est largement suffisant. Avec une caisse noire qui sera contrôlée. C'est-à-dire toutes les dépenses de la caisse noire sera contrôlée. Si je sors de l'argent pour telle chose, s'il y a des sorties pour aller faire des dons dans telle école, tout ça, ça sera contrôlé. J'aurais juste besoin de 5 000 euros par mois. 5 000 euros, c'est beaucoup d'argent au Congo. Si tu es président de la République, avec 5 000 euros, tu ne payes pas le courant, tu ne payes pas l'eau, tu as la garde, tu ne payes pas la nourriture, tu ne payes pas tes vêtements. C'est-à-dire ça, l'État prend en charge. Ta nourriture, tes loyers, ta maison, machin. 5 000 euros, c'est beaucoup pour le Congo, pour un président congolais. Tu pourras, en plus les primes que tu peux avoir, et cet argent-là, après quand tu auras fini d'être président, tu auras cette somme-là à la fin de ta vie, jusqu'à la fin de ta vie. Mais c'est beaucoup d'argent. Tu ne peux pas te plaindre pour un petit pays comme le Congo. Moi, 5 000 euros président du Congo, ça me suffit. À la rigueur, je peux payer les ministres 10 000 euros. Si on met ce protocole-là, où le président, et nous connaissons le salaire du président, le salaire des membres, des ministres, les salaires des directeurs de sociétés nationales, les salaires de tout le monde, visibles, comme ici en France. Mais vous allez voir que nous allons redresser ce pays-là rapidement. Aujourd'hui, on ne sait pas ce que Sassou Nguesso gagne. On s'en fout en plus qu'ils prennent tout l'argent. C'est comme si c'était à lui. Les ministres, pareil. Les gars de l'Assemblée, on ne sait même pas combien ils gagnent. Tu veux taper sur Internet pour voir, tu ne trouveras rien. Donc, et puis en plus, on a des hommes politiques qui sont polygames. Beaucoup d'enfants polygames.
Mais voter des lois. En France, ils ont voté des lois pour enlever certaines perversions dans la politique. Tu ne peux pas venir en politique avec 15 gosses parce que les 15 gosses, c'est l'État qui les prendra en charge. C'est beaucoup trop. On vote des lois sur la polygamie, par exemple. Quelle polygamie vous voulez? Vous êtes pauvre. Comment des pauvres peuvent rêver avoir 2 ou 4 femmes? Je n'ai jamais compris. Comment vous pouvez être pauvre et aimer la polygamie? Il y a un problème là qui ne va pas. J'ai mené ma petite enquête. Tous les pays musulmans, les gens, ils ne sont pas polygames. C'est une infime partie. Si vous partez au Maroc, en Algérie, la polygamie, elle est quasiment inexistante. En Tunisie, tous les pays maghrébins, même si vous partez des pays, même en Afghanistan là-bas, les gens, ils ne sont pas polygames. C'est écrit dans le Coran, tu peux avoir 4 femmes, mais il y a des conditions pour avoir 4 femmes. Il y a des conditions, c'est écrit dans le Coran. Il faut avoir les moyens de 4 femmes. Il faut les satisfaire les 4. Si tu donnes un pagne à une, la deuxième, la troisième, la quatrième, pareil. C'est écrit dans le Coran. Voilà pourquoi eux qui comprennent le Coran, les Arabes qui comprennent le Coran, vu que c'est écrit en arabe, ils le comprennent bien, ils n'appliquent pas la polygamie. C'est accepté. Mais allez en Algérie, vous verrez que c'est une minorité des gens une fine minorité des gens qui ont 2 femmes. Ils sont généralement une femme, ils grandissent, ils vieillissent avec. Mais vous êtes conditionnés, tous les pays africains noirs, qui sont musulmans, tout est basé que sur la polygamie. Ils sont pauvres, il a 4 femmes. 15 gosses. Mais qui va élever les 15 gosses? Qui va élever? Dieu fera. Dieu fera. Donc, ce qu'on vous donne, ce qu'on vous montre, ce que vous voyez, ce que vous touchez, vous avez les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, moi, tu es incapable d'appliquer ça. Ah, mais la polygamie, c'est normal, c'est notre culture. Qui t'a dit que c'est la culture des Noirs? Et qui c'était notre culture? Mais oui, mais la culture appelée à évoluer. Qui n'avance pas recule. C'est ce qu'on dit. Si nos grands-parents étaient polygames, mais à l'époque, ils n'avaient pas des charges comme aujourd'hui. Nos grands-parents ne savaient pas, ils n'écrivaient pas. Ils n'avaient pas l'écriture, ils n'avaient rien du tout. C'était oral à leur niveau. La transmission était orale. Ils avaient les forêts, les animaux, tout ça. C'est normal s'ils étaient polygames à l'époque, il n'y avait pas de charges. Voilà pourquoi ils ont vécu dans des conditions. Quand les Blancs sont venus en Afrique, il n'y avait pas de gratte-ciel. Vous croyez quand Diego Kawa arrive à l'embouchure du Congo, il y avait des gratte-ciel? Il a trouvé des gens polygames avec des cases en bois. Voilà pourquoi il les a menti. Ben voilà ce que tu dis de Bello. Regarde bien. Au Sénégal, en vacances, un vigile avec 4 femmes. Un vigile avec 4 femmes. Vous mettez l'homme noir, c'est le seul homme au monde qui se crée des problèmes lui-même. Et qui pense qu'il peut tout gagner sans le sacrifice. Non, monsieur, tout est sacrifice dans la vie. Si les Blancs sont arrivés à cet équilibre-là, beaucoup sont morts, beaucoup sont sacrifiés. Lisez l'histoire de France. La Révolution française, vous savez combien de morts il y a eu? Les Danton sont morts, les Robespierre sont morts, il y en a plein qui sont morts. Regardez l'histoire de France. Bon, on va prendre l'histoire moderne, la Première Guerre mondiale. Vous savez combien ils sont morts? Pourquoi ils ne se battent plus maintenant? Parce qu'à un moment, ils ont compris que on s'est trop entretués, les gars, c'est bon, on arrête, c'est dangereux pour nous. Ils sont entretués comme ça. Première Guerre mondiale. Quelques années, même pas une décennie, même pas 2 décennies, Deuxième Guerre mondiale. Regarde le nombre de morts. Plus de 6 millions. Plus de 6 millions de morts. C'est par des tragédies qu'ils ont fini par comprendre, par s'asseoir. Mais nous, les tragédies passent. On recommence les mêmes bêtises. Les tragédies passent, ça recommence les mêmes bêtises. Mais moi, je suis sûr et certain, pour ceux qui soutiennent Sassou Nguesso, je vous dis un truc simple. Qu'il dure au pouvoir, il y aura une fin. Je vous dis la vérité. Qu'il dure, regardez Moubarak. Qu'il dure au pouvoir, il y aura une tragédie à la fin. Pour éviter la tragédie, il faut que les gens prennent conscience.
que nous sommes en train de mal commander ce pays-là, il faut qu'on puisse s'asseoir. Pour prendre conscience, il faut se surpasser. C'est comme les gens qui ont l'habitude de beaucoup fumer. Là. Quand on leur dit arrête, ils ne croient pas. Arrête. C'est quand on leur dit qu'il a un cancer de poumon qu'il se dit merde, j'aurais dû arrêter. Eux, c'est pareil. Vous allez finir un jour. Il y aura un moment donné, ça ne passera plus. Parce que le seul motif que vous avez là, de dire que si on quitte, il y aura la guerre, ça ne sauve rien. C'est n'importe quoi. C'est malhonnête, c'est irresponsable et c'est mesquin. C'est sadique, c'est vraiment être abouti à un niveau pas possible. Parce que quand on aime son pays, on veut qu'il avance. Moi, je ne suis pas un homme politique. Hein. Je ne m'intéresse pas à la politique. Si aujourd'hui au Congo, il y a la paix, la liberté, la démocratie, je ferai autre chose. Je m'occuperai avec tout ce que j'ai vu en France, je m'occuperai des enfants de la rue. Je donnerai des cours gratuitement aux enfants de la rue, j'apprendrai aux enfants de la rue à lire, je me mettrai du social, plus pour aider les gens. Qu'est-ce que je peux faire en ce moment pour les Congolais? C'est juste le social. Si ça peut changer 30, 300, 400 personnes qui prennent, jeunes Congolais qui changent de vie, tant mieux pour moi. C'est tout ce que nous rêvons aujourd'hui. Être dans un environnement de justice, de paix et des choses à vous. Je vous donne chaque jour beaucoup d'exemples. Vous ne comprenez pas. Beaucoup d'exemples, vous ne comprenez pas. La justice. Regardez la Côte d'Ivoire aujourd'hui, Ouattara. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont unanimes que Ouattara a bien travaillé. Il a désenclavé le pays. Il y a des travers dans le régime. C'est comme, je vous donne un exemple, au Rwanda. Le Rwanda, c'est une dictature. Mais au moins, le Rwanda, ils sont bien là-bas. Dans cette dictature-là, ils ont au moins la libre création. C'est-à-dire un Rwandais qui construit son entreprise au Rwanda n'a pas les mêmes problèmes qu'un Congolais dans son pays. Kagame ne s'intéresse pas aux gens qui font l'économie de son pays. Si je vais au Rwanda aujourd'hui pour faire une entreprise, aucun général ne viendra toquer ma porte et me dire hey, c'est qui ça? Ou il n'y a pas au Rwanda les demi-dieux comme les Mbende, il n'y en a pas au Rwanda. Ils vont le mettre en prison. Parce que nous, les Noirs, on a soit un problème. C'est la vérité et la justice et la transmission. C'est ça notre vrai problème. Regardez, quand vous voyez le Rwanda, je vais vous donner, je vais dire un truc là. Au Rwanda, il y a 80% de Hutus qui étaient au pouvoir avant. Et il y avait 15% de Tutsis et 5% de quoi? Vous voyez un peu le déséquilibre là. 80% de Tutsis, c'est-à-dire le territoire là, du Rwanda, là, les 7 millions Rwandais, là, à l'époque, c'était 7 millions, je ne sais pas combien ils sont devenus. Il y avait au moins 5 millions, ou 5 millions, il y avait au moins 5 millions de Hutus qui étaient au pouvoir. On va dire 1,5 million ou 2 millions de Tutsis. Mais ces mecs-là ont été incapables de mettre la démocratie pour faire la paix dans ce pays-là. Tout ce qu'ils ont fait, vous voyez comment l'homme noir est bête, tout ce qu'ils ont fait, c'est chercher à exterminer une minorité. Vous voyez comment, c'est-à-dire, là où tu es même, la solution est facile, on met la démocratie, ils sont Tutsis, nous sommes des Hutus, ce qui est sûr, on va commander toujours. Mais ils ont été incapables d'installer la démocratie. Pour que, si c'est des Hutus qui vont commander éternellement, ils vont commander. Ils ont été incapables. Tout ce qu'ils ont cherché dans leur tête, c'est dominer cette minorité, l'envoyer en exil. En exil. Ouais, oui, c'est ce que je disais. Ouais, voilà. C'est dominer les 15% des Tutsis, les envoyer en exil, les chasser de leur pays, le Rwanda, les envoyer en exil ou les exterminer. Vous voyez un peu comment l'homme noir réfléchit. Il faut être un peu borné quand même. C'est-à-dire, j'ai vu les degrés des idiots. Dans le monde, toutes les nations ont des idiots. Mais les Noirs, nous les Noirs, on a des gens idiots d'une façon que je n'ai jamais compris.
Qu'est-ce qui t'empêche de mettre la démocratie dans ton pays? Des règles qui vous arrangent, vous les Tutsis, vous les Hutus plutôt, et les mettre à la minorité. Des règles démocratiques, des règles votées, des trucs. Non. Ils ont allé faire un carnage qui va coller les Hutus toute leur vie. Aujourd'hui, Kagame, c'est un dictateur, mais il a carte blanche. Il vous dit, si on vous donne le pouvoir, vous allez répéter les mêmes choses. Même moi, je pense qu'il faut qu'il reste au pouvoir et qu'il y ait un Tutsi encore commande. Parce que ces idiots-là, est-ce qu'ils ont compris qu'ils ont mal agi? Parce que quand tu vas leur poser la question de ces Tutsis-là qui sont partis en exil, ils vont même te sortir des exemples où ils croient qu'ils ont raison. C'est ce qui se passe actuellement au Congo. C'est-à-dire, il y a des gens du PCT, quand tu leur parles, ils veulent te faire croire qu'ils ont raison. Et pourtant, tu leur donnes les chiffres. Tous les chiffres, les exemples, les preuves palpables. Mais ils vont te sortir des théories. Parfois, tu dis, mais c'est pas croyable. Mais tu es quand même bête. Et nous, l'idiotie, on le force en plus. On sait qu'on est bête, mais on force. On fait le forcing. Tu es bête, mais tu fais le forcing. C'est-à-dire pour que l'idiotie traverse les frontières. Tu es bête, mais tu fais le forcing. Regardez vos directs que vous faites là pour certains. Il y a un gars qui m'a appelé. Il m'a dit, j'ai eu beaucoup d'appels cette semaine. Ça, c'est une parenthèse. Il m'a dit, oui, j'ai suivi ton direct la dernière fois. Ouais, mais l'immigration, quand tu t'attaques aux gens qui sont au Congo, qui sont nés au Congo, qui ne sont pas congolais, il voulait dire par le cas de Sadio Conté Morel. Sadio Conté Morel. Donc, il m'a appelé. Il y a 3 ou 4 personnes qui m'ont appelé. Bon, je leur ai dit, si vous voulez, vous pouvez appeler, on va parler. Je vais vous dire un truc. Si moi, je prends mon exemple à moi. Quand je suis venu en France, ici, tous mes frères et sœurs étaient français. Quand j'ai mis le pied en France, ma mère avait les papiers. Tout le monde, tous les 9 enfants qu'il a eu avaient des papiers. Je suis allé à la préfecture, ils m'ont dit non. Vous comprenez? Quand tu es né de parents congolais, de mères congolaises en France, ici, qui n'ont pas de papiers, tu n'es pas français. Comprenez une fois que chaque pays a des lois. Il y a une Congolaise qui a fait toutes ses études, l'école primaire, l'école, le lycée, l'université en Côte d'Ivoire, qui travaille dans une grande boîte, dans une grande société des ananas. Je vais taire le nom parce que son père c'est un homme politique congolais, un grand homme politique congolais des plateaux. Je partais chez cette sœur-là. Une Congolaise, hein. Je l'ai connue à Abidjan. Cette fille-là faisait des papiers pour avoir la nationalité ivoirienne devant moi. On lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Elle ne remplissait pas les critères. Vous voyez ça? Parce que nous, au Congo, on a comme l'impression que chez nous, rien n'a pas de valeur. C'est-à-dire, tout n'a pas de valeur. C'est-à-dire, le pays, si un Arabe ou un Libanais vient au Congo, il me fait des bisous, il me donne un frigo, une télé, tu es dans la société congolaise. Ne confondez pas la nationalité congolaise, la xénophobie et tout le reste. Non, il y a des gens qui vivent en France ici, qui sont en France ici, qui sont vieux ici en France, qui ont travaillé dans les mines, dans toutes les sociétés, qui ont 70 ans, qui sont restés marocains, algériens. Ils n'ont jamais la nationalité française. Leurs enfants nés ici ont fait la demande pour être des Français. Je peux vous donner beaucoup d'exemples. J'ai des amis ici marocains. Le père est resté marocain. Je vous jure, sur la tête de ma fille, si je mens, que ma fille meurt. Le père, mère marocain. Les enfants sont français parce qu'ils ont fait la demande. Ils ont rempli les critères pour être français. Eux, ils sont marocains jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait mon direct. Ils sont venus en France dans les années 60 ou 50. Ils sont marocains. Ils renouvellent la carte de 10 ans. Ils sont résidents marocains. Ils ont même des maisons. Ils ont acheté des maisons en France. Ils n'ont jamais demandé. Ils ne sont jamais intéressés. Ne croyez pas que si quelqu'un vient au Congo,
qu'il est malien, de père et de mère, automatiquement, s'il parle lingala, mais tu es un frère. Et ça, c'est des conneries, ça. Voilà, c'est ce que j'appelle la complaisance. Vous limitez tout à l'argent, au profit. La vie, ce n'est pas un profit, les gars. Quand tu vas à la préfecture ici en France, les gens, ils sont souriants. Bonjour, monsieur, venez, pourquoi? Un tel dossier, les gars. Ok, il est en règle. Ben bon, on vous donne un récépissé et on vous dira, tu veux pas, boum, on dit non, c'est bon. Et tu dis quoi en ce moment-là? C'est pas parce que tu habites en France que tu dois automatiquement être français. Non? Et c'est pas facile d'être français aussi. Et qu'ils ne donnent pas comme ça. Va demander à la société en France, tu es né en France, des parents étrangers, tu es tombé dans les histoires de braquage, de vol d'argent, de trafic, et va demander à la société française, s'ils vont te la donner. Ne confondez pas vos émotions, vous êtes des gens compatissants. Vous n'êtes pas des êtres humains. Vous connaissez, vous savez les blancs, les trucs d'identité là. Tu vois l'identité là. Et ils connaissent ça depuis longtemps. Nous au Congo là-bas, à quel moment on a connu l'identité? Regardez nos grands-parents là, ils connaissaient l'identité. Même aujourd'hui, si moi je vais à Gomassé, je demande à mes parents, montrez-moi les limites de Gomassé, comment Gomassé s'arrête où, et l'autre comment, ils ne savent même pas. Le blanc, il savait depuis qu'il a commencé à construire des États, il connaissait les limites déjà. Ça, c'est la frontière. Ça, c'est ceci. Toi, tu dois payer les impôts. Tu sais, les impôts, ils le payent depuis longtemps. Le blanc, il identifie les gens. Même les esclaves. Ils savaient que ça, c'est un Malien. Ça, il vient des côtes maliennes. Ça, il vient du Congo. Mettez-le côte à côte pour qu'ils ne communiquent pas. Il ne fait rien au hasard. L'identité, le blanc le maîtrise complètement. Vous savez, quand aux Antilles, là-bas, quand un esclave fuyait, qui réussissait à fuir la Guadeloupe pour aller en Martinique, ou pour aller même au Suriname, vous voyez, le Suriname était hollandais. Mais quand il arrivait là-bas, le Hollandais qui était blanc là-bas, qui avait des esclaves là-bas, l'attrapait, il le ramenait, il savait que lui, il venait de tel endroit, parce qu'il était identifié. Donc l'identification, c'est important pour des gens. Dans toutes les nations, l'identification, c'est la première des choses. Qui est congolais, qui n'est pas, ça doit être la première des choses. On n'interdit pas des gens d'aller au Congo. Moi, je m'en fous des gens qui vont au Congo. Mais quand vous venez au Congo, vous n'êtes pas des Congolais. Si vous partez coucher avec un homme politique, ça ne fait pas de vous un Congolais ou une Congolaise. C'est faux, ça. C'est trop facile. Voilà pourquoi nous avons des Libanais là-bas qui se comportent mal, qui violent les femmes congolaises et on ne dit rien. Voilà, Odié est arrivé pauvre, il est reparti riche, il porte plainte à l'État congolais. Parce que chez nous, les Congolais, surtout chez nous, les Congolais, les gens de l'Afrique centrale, si je vais aux Zaïre, par exemple, je sais pas moi, au Congo chez moi, j'emmène des costumes, je donne ça à un homme politique ou à un officier de l'armée, tout ce que je vais demander, il va le faire. Parce que chez nous, nous hypothéquons tout, nous vendons tout. Ici, je pense qu'il faut être fort pour aller demander, d'aller financer quelqu'un pour que tu donnes les papiers. Il faut être vraiment avoir un bon filon pour que tu donnes la nationalité française gratuitement, comme ça, moyennant une chemise ou une cravate. Même dans les entreprises où on travaille, tu crois qu'on va t'augmenter parce que tu es gentil? C'est trop facile. Nous, c'est ça qui nous tue. La compassion, la Bible, mal interprétée, les religions mal interprétées. Et ça donne des gens comme ça, qui sont contents tout le temps, qui disent Amen à tout, qui sont, oui, pasteur, tu as raison. Oui, les bonnes paroles, tout le monde peut le dire. Je peux m'asseoir là, inventer une bonne histoire à dormir, vous allez accepter. Chez nous, tout est faux. Il faut que le Congo, le Zaïre et le Congo se refassent. Il faut redessiner tout ça. Il faut faire comme Mao. Il faut vous éduquer encore. Mao a éduqué beaucoup de gens. Regardez le nouveau chef chinois, là, le chef du gouvernement chinois. Son père était maoïste, était l'ami de Mao. Il avait eu des problèmes, des divergences avec Mao. Mao l'a enlevé du gouvernement, il l'a mis en prison, il a pris l'enfant, il l'a envoyé à la rééducation. Aujourd'hui, l'enfant est Premier ministre. Le Premier ministre chinois, il a vécu en rééducation. À cause de son père, qui était qui ne voulait pas vraiment suivre la ligne directive de Mao. Aujourd'hui, il est Premier ministre.
au chef du gouvernement, je ne sais pas comment ils appellent leur chef là-bas, en Chine. Chez nous, il faut rééduquer les gens. Il faut remettre un bon logiciel dans la tête des gens, à savoir que, et voilà, regarde sa vie. Il a été rééduqué, ce mec-là. Il a fait, je crois, toutes ces années, il en a fait aller dans la rééducation. Après, il l'a envoyé à l'université en Chine. Nous, on s'en fout. Les gens, ils écrivent rien, ils transmettent rien, ils passent leur temps à mentir. Mentir. Je vais citer des noms de beaucoup de gens qui ont menti et que les gens ont suivi. Regardez, prenez le cas de Chikaya. Il est allé aux États-Unis, il a fait l'armée américaine. Il a soulevé la fronte, il est devenu musclé. Il a commencé à dire, je suis opposant, je suis un soldat bien éduqué. Tous les Ouest-Africains qui vont aux États-Unis iront dans l'armée américaine. C'est la seule façon pour avoir des papiers. J'ai un doctorat, il a un doctorat, machin. Je vais faire un film sur le Congo. Il est parti au Congo. Il a quitté l'opposition pour aller au Congo là-bas. Jusqu'à présent, le film n'est pas sorti. Il fallait voir comment les gens le suivaient. J'avais dit aux gens, vous suivez une personne parce qu'il a dit ça, ça, ça et ça. J'ai eu des débats avec beaucoup de gens. J'ai dit, oh, le gars, il est en train de se prendre pour quelque chose qu'il n'est pas. Il n'a pas assez de compétences. Tout ce qu'il dit, il n'a pas de conviction. Regardez aujourd'hui. Est-ce que le film est sorti? Je l'avais eu au téléphone. J'ai dit, Chikaya, pourquoi tu vas faire un film au Congo? Pourquoi tu ne le fais pas en Afrique? Il y a beaucoup de coins africains où tu peux faire tes films, ton film, ta vie. Non, les producteurs, c'est 20 millions, ça donne de l'emploi aux Congolais. Et aujourd'hui, est-ce que le film est sorti? Vous voyez comment nous, on est des gens passifs. Et ils sont nombreux comme ça. Ils viennent dire, ça se voit bas pour de l'argent. Vous le sentez que le gars, il dénonce la dictature pour de l'argent. Mais vous le suivez quand même. Vous sentez que ce gars-là, même quand il parle, sa façon d'agir, c'est un menteur, c'est un déséquilibre mental. Mais vous le suivez quand même. Mais quel peuple êtes-vous? Il y a un moment donné, quand on a une femme, un enfant, on a quand même un cerveau. On se dit, bon, je vais quand même protéger mes enfants, je vais protéger moi-même. Il y a des choses qu'on ne fait plus, il y a des choses qu'on n'accepte plus. Quand tu arrives à avoir une femme, un enfant ou deux enfants, et sois un peu plus ouvert à ta tête, comprends que ta vie, tu dois te battre pour donner l'équilibre à ta famille. Donc il y a des choses, tu ne peux pas tomber dans ce genre de piège. De Jésus, amen. Oui, pasteur, tu as raison. Les gars, demandez des preuves palpables. Les gens vous racontent une histoire à dormir de votre content. Il fait un direct. Aujourd'hui, on voit le direct sur le parfait Kolela. Dès qu'on dit, on va parler de parfait Kolela, tout le monde est connecté pour savoir. Mais moi, je vous parle de parfait Kolela, par exemple. Je ne sais même pas où il se trouve. Mais je peux inventer une bonne histoire. En disant que j'ai eu la sœur de parfait Kolela, et m'a dit, je vous raconte, je mets la mayonnaise. Ils seront nombreux à connecter pour écouter les mensonges. Vous croyez que l'affaire de Kolela, combien de gens ont la bonne information? Dites-moi, pour tous ceux qui font des directs là. Qui a la bonne information de parfait Kolela? Personne. Mais ils font des directs sur des morts. C'est-à-dire, on n'a même plus le respect pour les gens, en fait. Quelqu'un mort, tu n'as pas la bonne information, tu fais quand même un direct sur le mort. En faisant croire aux gens que ce que tu dis, c'est la vérité. Tu entends une histoire qui se passe au Congo, là-bas, dans le gouvernement, tu n'as même pas vérifié. Tu vas faire un direct en montant que si, oui, c'était passé comme ça. Et il y a des gens à côté qui regardent, qui sont contents. Toute notre vie au Congo, ça se base que dans le mensonge. Mensonge, mensonge. Je vais finir par parler de musique. Parce que ça, à part la religion, on a encore un domaine où c'est difficile, c'est la musique. Regardez. Parce que moi, j'ai comme l'impression que nous, les Congolais, on reste un peu... Moi, je mange plus congolais depuis longtemps. C'est-à-dire, je mange occasionnellement congolais. Vous voyez? Je mange très très peu congolais. C'est-à-dire, si je mange congolais, c'est qu'il y a des gens qui sont là qui mangent congolais. Je ne vais pas faire genre. Vous comprenez? Moi, quand je vois ma soeur ou mes soeurs, ils ne préparent congolais, je ne mange pas. Je vous dis, je vais me direct, ma famille me regarde. Quand je vais voir ma soeur, j'ai une soeur que je vois souvent, je ne mange pas congolais. C'est-à-dire, je ne sais pas que je n'aime pas la bouffe congolaise, non. Si chez toi, tu as préparé congolais, que je suis venu chez toi, je mangerai. Mais pas en grande quantité. Je mangerai un peu, je me casserai.
pour deux raisons. Parce que ce que nous mangeons au Congo, c'est très lourd pour l'estomac. Et moi, mon estomac ne tient pas beaucoup. Vu que je mange souvent léger, quand je fais du manioc, la viande, les arachides que vous mettez là, je ne sais pas quoi, toute la moimbe là, c'est un peu trop solide. Je sens que je ne suis pas à l'aise dans mon corps. Donc, je mange rarement congolais. Maintenant, il y a des gens qui sont ici en France, qui ne sont jamais sortis de ce cadre congolais-là, qui sont restés des Congolais dans leur tête, du début à la fin. Tout ce qui se passe ici, ils s'en foutent. Il n'y a pas de mélange dans leur tête. On ne peut pas changer le pays avec cette mentalité. Quand nous voyageons, quand nous quittons notre pays pour aller chez les gens, c'est pour apprendre. C'est pour comparer aussi. C'est pour modifier certaines choses. Si nous ne faisons pas cet examen-là, on est identique à ceux qui sont restés là-bas. Nous allons rentrer au Congo. Nous allons refaire les mêmes bêtises. Voilà pourquoi aujourd'hui, le tribalisme, même en France, il y en a encore. Il y en a qui pensent qu'ils sont mieux entre eux que... C'est-à-dire le Congo, on met d'abord en arrière, on met d'abord l'étiquette de la région dessus, ou de la tribu. Il y a même des gens qui sont de la même tribu, mais ils ne sont pas de la même ethnie, ils se détestent. Mais pourtant, c'est la même région. Il va dire, non, notre tribu est supérieure à celle-là. Et ça, c'est des petites choses. Mais ça nous coule tous. Ça nous coule tous. Nous montons. Nous montons. Donc, quand je viens à la musique, prenez ici en France, parce que nous sommes en France ici, en Europe, tous les musiciens, tous ceux qui font du cinéma, de la musique, c'est des intellectuels. Je dis les blancs. Quand vous prenez Pascal Obispo, il allait à l'école. Quand vous prenez Vianney, il allait à l'école. Quand vous prenez Zaz, ils ont des diplômes. C'est-à-dire, hormis la musique, tu peux le mettre dans un bureau, il te fera du boulot impeccable. Je vous dis la vérité. Quand vous prenez les Goldman, là, ils sont allés à l'école. Ils ont étudié. Quand vous prenez les acteurs français, il n'y a pas de clochard dedans. Ils ont fait des cours pour être acteurs. Donc, à tel point que quand il y a un problème, quand il sort une musique, comme il a été à l'école, c'est un homme éduqué, il y a des choses qu'il sait que c'est du marketing, et il y a des choses qu'il sait que ça, je dois le faire. Ça me correspond. Tu peux écrire une chanson, il va regarder, il va dire non, ça, je ne peux pas le chanter. Ça ne correspond pas à mon univers. Parce qu'il est allé à l'école. C'est pourquoi quand il y a des événements en France, quand il y a des choses graves en France, quand ils viennent à la télé, ils sont moins, ils parlent de façon sincère et intelligente. Vous voyez? Vous ne verrez pas un musicien français en train d'exhiber son argent comme le font les gens ici, les chanteurs, comme le fait Kofi. Il ne peut pas prendre les Français pour des idiots. Parce qu'il est allé à l'école, il est instruit, le monsieur. Vous voyez? Chez nous, au Congo, c'est des idiots qui font la musique et qui veulent imposer leur façon de faire. C'est-à-dire, ils font la musique. C'est même une musique truquée dans la mesure où c'est même pas eux qui écrivent les chansons. C'est-à-dire, il achète la chanson à 100 $, à 100 €. Il vient la chanter. La chanson marche, ou ça fait un buzz au Congo là-bas. Et lui, il se prend maintenant pour un intellectuel. Regardez ce que Kofi est en train de faire actuellement. Il a été condamné en France ici. Sa peine, on saura sa peine le 13 décembre. Il est rentré au Congo. Il fait maintenant de la mascarade. Il s'est bien entendu pour aller à Goma. Vous voyez? Il abuse du système. C'est-à-dire qu'il veut se faire une crédibilité pour éviter une peine de prison en France. En disant, ah, mais c'est un humanitaire. Il s'arrange à aller à Goma, là où les gens sont violés. Comment on appelle? La ville, là. Où il y a des violences, là où on viole les femmes. Il a mis sa tenue avec l'armée. Il va aller là-bas pour faire genre. Il va prendre un peu d'argent pour donner. Pour qu'il pense que ça va suffire à la justice française. Il dit, ah, mais c'est un humanitaire. Il aide les gens. C'est-à-dire, il s'arrange pour s'échapper, pour échapper à la justice, pour donner une bonne image, malhonnête, de faire ce qu'il est en train de faire actuellement.
Vous voyez? C'est-à-dire il va se servir de la misère de son peuple pour s'échapper, lui, de la peine qu'on veut lui infliger en France. Pour se donner une bonne image. Vous voyez comment c'est vraiment dangereux pour un être humain, censé. C'est vraiment triste. Nous vivons que dans le mensonge. Mais je ne sais pas comment nous allons nous en sortir du mensonge. Vu que ceux qui nous commandent, ils ont des faux CV, ils se des fainéants avant, ils n'ont jamais travaillé, ils n'ont jamais rien fait. C'est eux qui sont en commande. Et ceux qui sont ici en France, qui ne travaillent pas, qui ne se lèvent pas le matin, et ils se font passer pour des intellectuels. Et il y a encore une catégorie de gens qui sont là, qui croient, qui pensent que Dieu va nous sauver. Que c'est des pasteurs, que Dieu a dit, ils étaient témoins. Et ça, bon, dans tout ce bazar-là, on n'entend pas la voix des intellectuels. Alors, quand on se dit, mais qu'est-ce qui sera le Congo? Qu'est-ce que va devenir le Congo demain? Les intellectuels, soit même quand ils sont intellectuels, il y a encore Dieu dedans. Quand je vois un intellectuel, bon, Dieu, voilà, tu es un intellectuel là. On a un pays qui est en faillite. Donne-nous des idées concrètes, donne-nous des solutions concrètes. Ne nous emmène pas dans la divinité. Mais c'est ça le Congo. Les hommes montent, les femmes montent, et dans cette pagaille-là, on veut créer une nation. Non, ce n'est pas demain. Il faut que nous apprenions à reconnaître les efforts des uns et des autres et apprendre à dire la vérité. Parce que j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, nos hommes politiques n'écrivent pas de livres parce que c'est des menteurs. Parce que Sassou Nguesso ne peut pas écrire un livre de sa biographie correctement, dire qu'il était nul à l'école, qu'il avait échoué, qu'il avait fait ceci, qu'il avait fait cela. Il ne peut pas l'écrire parce que ça sera trop sale. Il y a trop de mensonges, peu de vérité. Je vais finir par là pour vous dire, un jour, les gens sont partis voir les nègres. Vous voyez les nègres, les gens qui écrivent des livres là. On les appelle les nègres. Exactement un panneau de cas. Ils sont allés voir Lionel Richie. Lionel Richie, c'est un écrivain, non, c'est un chanteur américain qui a fait des belles chansons dans les années 80. C'était un grand chanteur, Lionel Richie. Il est encore vivant. Un homme respecté aux États-Unis. Il a fait des hits. Il est riche, il a beaucoup d'argent en plus. En tout cas, c'est un grand monsieur. Alors, les gens sont allés le voir pour lui dire, Lionel Richie, on va écrire ta biographie. Il a dit, ok, moi, ça ne me dérange pas. Voilà, il a écrit We Are the World. Herman, t'es un connaisseur, c'est bien ça. Moi, toi, tu m'épates. Alors, ils ont dit, on va écrire ta biographie. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Bon, t'es né où? Je suis né à tel endroit. Ok. Et comme il est noir, on va dire qu'il est noir. Mais tes parents étaient pauvres. Il dit, non, mes parents n'étaient pas pauvres. Mon père était professeur d'université. Ma mère aussi était cadre dans tel machin. Il dit, oui, mais bon, après tes parents t'ont battu. Il dit, non, ils m'ont jamais battu, ils m'ont plutôt aidé. Je suis noir, mais je suis né dans des bonnes conditions. Les gens disent, mais oui, mais tu as un peu galéré. Il dit, non, je n'ai pas galéré. Ils m'ont mis à l'école, je mangeais bien, je partais à l'école, j'ai fait mes études là, j'ai commencé à jouer la guitare parce que ma mère aussi faisait des cours de musique, donc j'ai appris, machin, j'ai acheté ma première guitare à tel endroit. Et les gars disent non, mais ça ne peut pas marcher parce qu'il n'y a pas beaucoup de tragédie dans ta vie. Il dit, mais je vous raconte ma vie. Vous voulez? Au fait, je veux dire par là que les gens, comme les Sassou Nguesso là, ils ne diront jamais la vérité comme Lionel Richie. Il a dit la vérité. Moi, je suis noir, certes, mais j'ai eu une belle vie. Il faut que, parce que c'est la vérité qui va nous affranchir. Il faut que nous puissions apprendre à dire la vérité. Ça nous soulage et ça nous fait avancer. Chez nous, tout est mensonge. Tout est mensonge, la politique congolaise. Et nous, le peuple, on est foutu, on est perdu. Même le pétrole, on ne sait pas qui le vend, qui le paye, ça sort d'où. Le bois, pareil. Henri Ndjembo qui a géré le bois congolais pendant 20 ans, il va mourir comme le Kunzu, il n'écrira même pas un livre. Comment il a géré, comment ça s'est passé, sa vie, la gérance, sa politique, rien. Donc, ceux qui sont passés avant,
n'ont rien laissé en héritage. Ceux qui vont remplacer viennent sans héritage. Donc, c'est des gens nouveaux qu'on peut manipuler facilement. Et comme en face, on a deux combats. On a un combat contre nous-mêmes, parce que nous avons une culture des idiots, et on a encore un combat contre l'impérialisme, parce qu'il y a un homme qui profite de nos malheurs. Il y a un système qui est là, qui profite de nos malheurs. Bon, comment on va s'en sortir? Je ne sais pas. Essayez de réfléchir vous-même. On en parlera la semaine prochaine. Parce que moi, je ne vois pas comment on va s'en sortir tant que nous ne savons pas ce que nous sommes et tant que nous ne savons pas, ce que l'ennemi fait, l'ennemi étranger. Donc, je dis bien aux gens qui m'ont appelé, je finis par là, pour les souhaiter de Sadio Kanté Morel. Je n'ai rien contre elle. Je sais qu'elle est malhonnête. Parce que ça, c'est là. Les gens n'aiment pas écouter la vérité. Elle est malhonnête, elle est manipulatrice, et elle n'est pas congolaise. Elle est de père, ce qui est sûr. Ce qui est sûr, elle est de père et de mère étrangers. Son père a dit qu'elle n'est pas née au Congo. Elle peut devenir congolaise, ça j'en sais rien, c'est pas moi qui fais, je ne suis pas dans l'administration congolaise. Mais, cette identité-là, c'est pas parce que tu es né au Congo ou tu es venu au Congo. Il y a beaucoup de gens qui sont au Congo. Et puis ce que nous n'oublions pas, nous les Congolais là, parce que nous on est un peu tarés, ces gens-là ils font beaucoup d'enfants. C'est pourquoi je vous dis la polygamie là, la polygamie des pauvres, c'est ça le danger de la polygamie des pauvres. Ils ne connaissent pas la pilule de ces gens-là. Sadio, ils sont nés 26 dans sa famille. Son père a fait 26 gosses. Bon, c'est ce qu'elle a dit. Je n'ai pas ajouté. Vous imaginez? De père et de mère malienne, 26 au Congo. Ça, c'est une famille. Bon, imaginez tous les Maliens qui ont immigré au Congo, là, qui sont polygames. Ils ont fait 20, 30, 40. Nous-mêmes, Congolais, on est incapable de faire 10 gosses de nos jours. Et ils pompent, ils pompent, ils pompent, ils pompent. Mais le grand remplacement que les Français, même les Français s'inquiètent du grand remplacement. Combien de fois nous? Et les gens sont là assis. Mais les gars, on n'est pas dans la complaisance, c'est un pays. Moi, j'ai un enfant mulâtre, métis. Mais s'il faut voter une loi que pour être président, il faut être de père et de mère congolais, je la voterai. Parce que ça, c'est mon pays, le Congo. Ma fille est sur 2 chaises. Elle est culturellement blonde dans sa tête, ma fille. Je ne vais pas lui confier un pays où elle a plus d'amour pour la France que mon pays. Si elle avait grandi au Congo, là, mais elle grandit dans un univers blanc. Et vous croyez que je vais signer un papier, une constitution où on peut donner le pays à un homme né d'un père ou d'une mère étrangère? Non. Être né de père et de mère congolais. C'est ce que moi je signerai pour la constitution congolaise. Pour être président du Congo, il faut être né de père et de mère congolais. Vous n'allez pas dire que j'ai des partis, vous pouvez dire que moi-même mon enfant est métis. Parce que c'est un pays. Parce que c'est un pays qui est en désordre que nous devons d'abord remettre en ordre avant de voter des lois où on peut donner la nationalité à tout le monde. Nous avons un pays qui n'a même pas d'université, qui ne forme même pas des cadres. Et vous voulez nous imposer qu'on accepte encore des étrangers qui ne sont même pas de la même culture que nous, qui n'ont pas le même Dieu que nous. Mais arrêtez les gars. Donc vous allez créer, nous sommes déjà en conflit tribalistique. Vous voulez encore nous amener un conflit religieux dans notre pays. Donc quand on aura fini de régler les problèmes tribaux, nous allons régler encore le problème de religion. Vous ne voyez pas que nous serons des peuples de guerre en guerre, de problème en problème, déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Nous sommes à la base des gens chrétiens et animistes. Nous sommes en train de recevoir des peuples qui sont venus d'ailleurs, qui sont musulmans. Je n'ai rien contre la religion musulmane. Qui n'ont pas la même culture que nous, qui sont polygames à tout bon. Même quand ils sont malheureux, quand ils sont mendiants, ils veulent avoir 4 femmes. Qui font des enfants en pagaille, sans les éduquer correctement. Nous les voyons partout où ils passent. Alors, vous voulez nous en... Et bon, ils peuvent habiter au Congo, ça c'est pas un problème. Mais dans la société congolaise, nous allons, si nous on arrive au pouvoir, si ça change au Congo, nous allons revoir tout ça.
Ils seront là-bas, c'est comme ça. Mais la nationalité, il faut faire comme en France. Nous sommes venus en France pour apprendre. Nous avons appris comment on identifie les gens. Nous allons réidentifier les gens. Vous allez fournir tous vos documents. Et à la fin, on va vous octroyer la nationalité française et la nationalité congolaise. En toute légalité. Sans tracas, sans fracas. Mais si c'est pour venir là-bas parce que tu parles lingala, que tu es congolais ou que tu es congolais, c'est trop facile ça. Beaucoup de gens qui viennent en France, il y en a qui sont ici, qui parlent très bien français, qui sont sans papier. Ils parlent très très bien français, mieux que beaucoup de gens, mieux que moi. Mais ils n'ont pas le papier. La langue ne suffit pas. C'est trop facile ça, les gars. Donc je disais par là, pour ceux qui m'ont appelé pour ce cas, je vous ai suffisamment répondu. Il peut condamner ce qui se passe au Congo. C'est normal. Nous, on condamne ce qui se passe en Angola, on condamne ce qui se passe en Afrique du Sud. Quand Mandela était en prison, nous, on était petits, on condamnait tout ça. On condamne ce qui se passe, ce qui s'est passé au Cameroun, la violence qu'il y a eu, jusqu'à présent, la violence qu'il y a au Cameroun, avec l'Amazonie, l'Amazonie, on condamne. Tout ce qui se passe en Éthiopie, on condamne. C'est mauvais. Il faut qu'ils trouvent une solution pour que les gens vivent en paix. Mais ça ne veut pas dire que si on condamne ça, qu'on doit être éthiopien. Non, ça c'est parce qu'on est humain, on est africain. Ce qui se passe chez l'autre doit nous interpeller. Voilà. Donc, je ne dis pas que le Congo doit fermer ses frontières. Venez au Congo, mais vous n'êtes pas des Congolais. Venez pour travailler, venez pour faire vos affaires, parce qu'on est dans un monde ouvert. Mais la nationalité, ne venez pas dire parce que je parle du Congo, parce que j'ai lutté pour le Congo, que je dois être Congolais. C'est trop facile ça. Et tu me donnes quoi en gage de moralité? Quel gage de moralité que tu donnes? Tu n'as aucun respect pour les Congolais déjà. Cette femme n'a aucun respect pour les Congolais. C'est une manipulatrice. C'est une fille qui crée des problèmes partout où elle passe. Et vous lui donnez la nationalité congolaise. Ce n'est pas les Congolais qui l'ont chassée. C'est ce régime-là qui l'a vu, qui a donné les papiers à son père, qui l'a foutu dehors. Et ils savent pourquoi ils ont dit que toi, tu n'es pas. Ils savent pourquoi. Parce que c'est eux qui connaissent leurs documents. C'est eux qui connaissent, c'est eux qui ont donné la nationalité à son père. Donc moi, quand vous m'appelez pour dire que ça, c'est un peu exagéré, moi, je vis que en fonction de ce que les preuves que j'ai me donnent. Son père qui parle, et voilà. Mais le reste, si elle va habiter au Congo en tant que malienne ou je ne sais pas qui, c'est son droit. Voilà là où je m'arrête. Il se fait tard. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Et nous devons changer. Nous devons changer pour notre bien. Nous devons changer pour le bien du Congo. Nous ne devons pas être égoïstes dans la vie. Nous devons transmettre aux générations futures l'amour du pays, le patriotisme. Nous avons des gens au Congo là-bas qui sont en prison pour la liberté. Il y a le général Mkoko qui est en prison. Il y a le Okombi Salisa qui sont en prison. Il y a des gens que nous ne connaissons pas parce que ce n'étaient pas des grands leaders qui sont en prison, parce qu'ils ont tenu des positions anti-dictature. C'est ces gens-là que nous devons penser, c'est ces gens-là que nous devons focaliser pour qu'ils sortent de prison et pour qu'on puisse relancer le débat politique et qu'on puisse trouver des solutions pour ce pays-là. Donc voilà ma pensée. Et soyez conscients, soyez des gens intelligents, soyez des gens qui savent trier. Ne suivez pas les gens parce que Dieu vous l'interprétez mal. Dieu ne sauve pas comme ça. Rien ne nous donne. Nous devons vivre en harmonie. Ne mettez pas Dieu à tout le monde. Ne remettez pas le pouvoir de Dieu à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui vont se déguiser en pasteurs qui ne le sont pas, qui le font juste pour le buzz, pour attirer. Il y a des gens de déséquilibrés qui parleront de Dieu. Nous avons à gauche, à droite. Arrêtez de mettre Dieu dans le conflit congolais. Mettons la raison, mettons la stratégie, mettons l'union, mettons ce qui doit nous faire avancer. Pas les conneries de Dieu va faire la guerre à notre place. Dieu ne fera rien à notre place. Il n'a jamais fait déjà de le passé. Moi, je n'ai jamais cru en Dieu. Et croyez-moi, je ne suis pas aussi malheureux que ces gens-là. Donc voilà l'exemple palpable. Depuis ma naissance jusqu'à maintenant, je mourrai sans croire en Dieu. Je suis convaincu que je mourrai sans croire en Dieu. Et quand je vous dis que je crois en Dieu, c'est que c'est pour vous voler votre argent. Parce que des gens naïfs. Croyez-moi, notez là quelque part que le jour que je vous parlerai de Dieu, que je viendrai vous dire que Dieu m'a sauvé, c'est que je vais vous prendre votre argent. C'est pour vous manipuler, pour vous piquer le peu d'argent que vous avez. Voilà. Donc je vous souhaite un très bon week-end, que tout aille bien dans vos vies. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire ce soir. Bien des choses à vous. Ciao.